Moi, j'y crois dur comme fer que c'est l'avenir de l'infrastructure de la gestion d'actifs. Ouais, c'est clair, mais alors si tu compares la gestion d'actifs type OPCVM ou des AIF dans le crédit ou tu vois des fonds, c'est bête à dire, mais parce que en fait, en gestion d'actifs, tu as vraiment Un panel énorme. Mais oui. Donc moi, je pense que c'est bien plus percutant, ça a beaucoup plus d'impact et d'un point de vue opérationnel, beaucoup plus facile, beaucoup plus logique que ça aille d'abord sur le côté que sur le non-côté. Et donc, quand j'imagine les choses évoluer, en effet, Spyco, c'est super parce que le money market fund, ça reste quand même relativement simple. Et je vois essaimer le sujet, non pas côté non-côté, mais plutôt côté des actifs listés. Oui, enfin, en tout cas des actifs liquides. Ouais, C'est-à-dire que ouais. des actifs liquides, ça a beaucoup plus de sens de toute façon à partir du moment où, entre guillemets, le fonds est ouvert et donc en fait où il faut des souscriptions, des rachats, etc. Ouais. Qu'en effet, sur un fonds qui est fermé pendant 10 ans, où en fait tu souscris une fois. Non, c'est ça. Voilà. Et ça, où les plateformes de souscription, en fait, tout simplement assez traditionnelles, ont déjà pas mal digitalisé le parcours. Donc en effet, ça a un sens, je trouve, dans tous les fonds sur lesquels il y a du mouvement. En fait, voilà, sur lesquels il y a du mouvement. Après, bon, on est en train d'ouvrir les FIA, on voit les FIA Evergreen, finalement, Ouais. donc en fait, que tu peux racheter, souscrire, enfin voilà. Donc, Il n'y en a quand même pas encore beaucoup. il n'y en a pas encore beaucoup. Non. Il y a les chiffres qui sont sortis sur LTIF, Ouais. le Luxembourg, vous êtes loin devant. Voilà. Mais voilà, c'est le début. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur FinScale. J'ai la chance d'inviter à nouveau Valentine Baudouin, qui est la fondatrice de RegVantage, à venir discuter avec moi de conformité réglementaire et plein d'autres sujets passionnants. Bonjour Valentine. Merci beaucoup Solène, je suis ravie d'être invitée pour une deuxième fois et merci beaucoup. Alors la première fois que tu t'es venue me voir, c'était pour parler de ton portefeuille de Business Angel. Donc on avait parlé de ta thèse d'investissement, on avait parlé de la relation que tu as avec toutes ces boîtes de ton portefeuille. Donc voilà, ça c'est fait. C'est fait, exactement. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est qu'on échange pas mal toutes les deux sur les sujets de réglementation, même si je ne suis pas avocate. Donc c'est des sujets que j'aimerais creuser avec toi, avec un regard 100% business. Avec plaisir. Est-ce que ça te va ? Ça me va parfaitement. Ok, j'aimerais juste commencer par une association que j'ai cofondée avec 4 autres associés en France qui s'appelle Board Project. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je connais bien Adrien. Ah voilà, donc on salue Adrien et toute la clique. Exactement. Donc on a fondé cet asso au début de cette année donc 2025 parce qu'on se rendait compte que, en tout cas dans l'univers des scale-up, pas uniquement en France, mais aussi dans les discussions qu'on avait avec d'autres pays, ce sujet de la gouvernance était un petit peu mis de côté. Limite, vu comme quelque chose un peu vieillot, poussiéreux, sans intérêt, en tout cas early stage, zéro intérêt. Et puis alors, si il était question de parler d'administrateurs indépendants, on se disait... Franchement, qu'est-ce que c'est que déjà que ce truc-là, l'administrateur indépendant? Pourquoi en mettre un? Pourquoi en mettre deux? Et puis, en fait, à force d'en discuter avec les uns et les autres et avec des VC, on s'était rendu compte qu'il y avait vraiment cet intérêt. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu confirmes également. Est-ce que tu es également board member indépendante? Alors moi, je suis au conseil de surveillance, donc membre indépendant de conseil de surveillance de certaines entités régulées, ce qui est, peu importe la taille en fait de la société, ce qui est une obligation, en fait, une demande du régulateur d'avoir en fait un membre indépendant dans le cadre du conseil de surveillance. Ouais. Donc, tu as intégré différents conseils de surveillance de boîtes dans lesquelles tu as investi ou que tu as accompagnées. Exactement. Ça m'intéresserait d'avoir un petit peu aussi ton son de cloche sur justement la gouvernance de ces startups, de ces scale-up, dans les approches que tu vois, dans les choses, les schémas qui fonctionnent bien, que ce soit dans la mise en place de cette gouvernance comme dans le choix des indépendants au sein du board et même le fonctionnement du board. Avec plaisir. Dans les entités régulées, la difficulté, donc je parlais plus particulièrement des startups, c'est qu'en fait, les startups, souvent, c'est plutôt des comités stratégiques où sont présents uniquement les investisseurs. Et donc, c'est très, très business pour le coup. Donc, c'est vraiment tes KPIs, ton futur. Enfin, il y a vraiment peu de considérations autres que ça. Dans l'attente en fait d'un conseil de surveillance d'une entité régulée, comme son nom l'indique, c'est un conseil de surveillance. Donc, il est là pour surveiller en fait l'activité de l'établissement. Il est garant d'un certain nombre de choses. Et donc, il faut réussir à concilier en fait, surtout dans des jeunes sociétés innovantes, en fait, l'attente des investisseurs actuels, qui finalement voient toujours ça un peu comme un comité stratégique, et l'attente du régulateur qui définit assez clairement quelles sont les missions du conseil de surveillance. Donc c'est toujours un équilibre à trouver sur le bon dosage entre les deux. Il y a aussi également un peu une formation, une éducation en fait des investisseurs qui sont peut-être moins sensibles à l'univers régulé pour bien leur faire comprendre ce que c'est qu'un conseil de surveillance. Mais le point positif, c'est qu'en fait, avec le temps, au fur et à mesure que ce conseil de surveillance trouve sa place,
le membre indépendant, justement, est là pour présenter ou en tout cas essayer de mettre sur la table vraiment les sujets qui sont les attentes du régulateur. Et donc, on voit l'importance, en fait, des membres indépendants qui ne sont pas forcément que, justement, sur les KPIs uniquement business, mais qui sont, et ça reste du business, qui sont aussi sur la stabilité de l'établissement, sur certains autres enjeux qui ne sont pas forcément liés à des éléments financiers. Alors, c'est marrant parce que donc, toi, tu en parles, bien entendu, avec ta casquette regulatory, parce que c'est un sujet que tu connais bien. Moi, de ce que je vois et de ce que je constate et ce que je vis dans les boards, l'indépendant a un rôle, je dirais, qui va, en tout cas dans le secteur financier, beaucoup plus loin que ça. Et il peut parfois jouer le rôle de contre-pouvoir. C'est pour ça que dans certains boards, si tu regardes par exemple Amundi, tu vas te retrouver avec 3 indépendants au board. Généralement, la pratique, alors le Luxembourg, c'est peut-être à part par rapport à la France, c'est plutôt d'en avoir 2, justement, pour, je dirais, être contrebalancer les sujets qui peuvent être parfois à l'encontre de l'évolution de la boîte elle-même. Exactement, mais au fur et à mesure de l'évolution, moi je vois donc justement dans 2 sociétés régulées que j'accompagne, c'était un membre indépendant au départ et on tend plus vers 2 ou 3. Ouais. Au contraire, pour renforcer le nombre d'indépendants, parce que justement au fur et à mesure des conseils, tu te rends compte des enjeux et de l'importance en fait des membres indépendants. Donc je constate également la même chose en fait dans les entités régulées, de plus en plus de membres indépendants avec des expériences en fait assez complémentaires. Donc ça peut être sur une fintech, ça peut être quelqu'un qui vient de la finance, quelqu'un comme moi qui vient plutôt du droit et de la conformité, mais voilà, d'avoir une expertise autre que être uniquement l'investisseur de la société en fait. Et alors un autre sujet que je vois qui est très prégnant, encore une fois, avec moi j'ai toujours ce prisme secteur financier, c'est celui de l'évaluation du board et puis de l'assessment du board member indépendant quand il rejoint. Jusqu'à il y a encore quelques années, c'était un peu Friends Family. Tu recrutes le gars qui a une connaissance sur un métier, tu recrutes la nana qui s'est super bien développée à l'international, tel type d'établissement de paiement par exemple. Mais il n'y a pas forcément, en tout cas, il n'y avait pas forcément de réflexion au niveau de la composition des board members et de voir que chacun est réellement sa pierre à apporter à l'édifice. Et je trouve, peut-être à force de marteler ça avec le régulateur, les régulateurs Oui. parviennent à instaurer ça, mais il y a une réflexion beaucoup plus profonde sur le choix des personnes au sein des opérationnels, au sein des investisseurs et des indépendants, mais aussi l'évaluation régulière de façon indépendante du board. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose, en fait, plus les stades de société évoluent, c'est-à-dire que si la gouvernance au début est vue comme une contrainte, moi ce que je vois au contraire, c'est que plus la société grossit, plus il y a même une réflexion sur quelle est la bonne gouvernance. C'est-à-dire que les sociétés en grandissant comprennent que la gouvernance est quelque chose d'important. Et en fait, même sur le temps de préparation des conseils de surveillance, les attentes en fait, même vis-à-vis des membres du conseil de surveillance. Et c'est à partir du moment où tu prends conscience en fait que la gouvernance a une réelle importance et peut être une véritable valeur ajoutée, qu'en fait tous ces sujets sur justement est-ce que c'est le bon membre, la bonne complémentarité des membres, est-ce que tu as la bonne valeur ajoutée, que tu peux te rendre compte en fait de savoir si oui ou non ta composition en fait originelle est bonne. Mais en tout cas, je partage ton sentiment. Moi, j'ai l'impression qu'on le voit de moins en moins comme une contrainte, mais de plus en plus comme réellement un élément qui peut faire progresser les sociétés. C'est pour ça en tout cas, nous, chez Board Project, félicitations. on s'est dit qu'il y avait quand même encore un peu de marge d'amélioration, en tout cas, sur le sujet évangélisation, tant côté fondateur qu'investisseur. Donc, on te tiendra au courant. Avec grand plaisir. Alors, un des points qu'on avait constaté, parce qu'on a, il n'y a pas très longtemps, sorti un papier que je pourrais t'envoyer, que j'enverrai, je mettrai en lien de cet épisode, sur justement des perspectives sur cette question de gouvernance. Et il y a quand même des sujets, des points d'achoppement qui reviennent de manière récurrente, donc dans les boîtes en forte croissance, plus dans le domaine de l'innovation, donc pas que les scale-up, mais aussi des startups, des ETI ou des PME tech. Moi, j'ai en tête la constitution, la création du pacte d'actionnaires. Peut-être que tu as d'autres sujets en tête, mais si on pense à ce pacte d'actionnaires, quelles sont, de ton point de vue, les bonnes pratiques à avoir pour le rédiger, ne serait-ce que je dirais des tips, des choses que tu as vues qui fonctionnent? Alors, je suis plus avocate, mais en effet, j'en ai rédigé quelques-uns. Et puis, quand mon métier était d'être investisseur, le pacte,
Il y a les clauses, il y a les fameuses clauses types en fait qui toujours créent une sorte de. Déjà, c'est l'investisseur en fait qui nomme un avocat et c'est donc l'investisseur qui fournit le pacte. Donc c'est pas la société. Donc en fait, très souvent, et donc là je vais plutôt parler de jeunes startups qui pour la première fois de leur vie reçoivent un pacte. Et donc tu as toujours des clauses qui en fait. À moins qu'elles en aient rédigé un auparavant. Sauf avant qu'elles en aient rédigé un auparavant et donc après, mais là vraiment je trouve que là où c'est le plus saillant, c'est que la première fois que tu reçois un pacte en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, donc, les clauses qui sont celles qui suscitent le plus d'émotions, je vais dire, c'est donc toutes les clauses de liver, qui sont les clauses de bad liver, good liver, medium liver. Enfin, il y a autant de variantes possibles et qui souvent sont interprétées. En tout cas, moi, ça avait été mon sentiment de la part des fondateurs quand ils le reçoivent, comme en fait quelque chose. Les investisseurs contre les fondateurs. Et ce qu'on contacte en fait le plus fréquemment finalement, c'est que c'est pas ça qui se passe. C'est plutôt en fait une mésentente entre associés. Et donc en fait, voilà, moi je passais beaucoup de temps quand j'étais investisseur à justement expliquer en fait les cas d'application pratiques de ces clauses, parce que c'est pas la même façon en fait de lire la clause si tu évalues les enjeux derrière, quoi. Et donc les enjeux derrière, c'est souvent plutôt entre associés qu'il y a une mésentente. Et donc certaines applications font que, par exemple, est-ce qu'en cas de good ou de bad liver ou de medium liver, qui est-ce qui rachète les parts finalement? Et donc d'envisager, par exemple, qu'il peut y avoir certains investisseurs qui, en fait, peuvent faire de la liquidité pour acheter des parts, pour, en fait, derrière les réattribuer à un nouveau fondateur ou autre. Et donc, de bien comprendre les enjeux derrière, pour moi, c'est la clé pour bien comprendre son pacte. Donc, je ne sais pas si ça se remet un week-end ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, beaucoup de transparence. Beaucoup de transparence. Et essayer vraiment de se projeter, c'est-à-dire qu'un pacte, alors oui, tu l'as dit très justement, c'est-à-dire qu'il est revisité à chaque tour. Néanmoins, à partir du moment où quelque chose est écrit dans un premier pacte, c'est très difficile de revenir au tour d'après sur quelque chose de plus favorable. Donc, en fait, très, très tôt, finalement, dans la société, t'ancres quand même certaines clauses qui vont servir un peu de fil conducteur sur les tours d'après. Et donc, c'est sûr que il ne faut pas le voir comme un tic de box. C'est-à-dire souvent comme, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Enfin, c'est des clauses, c'est que juridiques, etc. Ça, je suis bien d'accord. Et donc, il y a se projeter, en fait, sur... en fait, des choses peuvent arriver dans la vie d'une société. Le temps est long et des choses peuvent arriver. Et donc, on reviendra à ce pacte, en fait. C'est qu'en ce moment, on revient à ce pacte. Et donc, il faut faire attention, en effet, à ce qu'on accepte. Et le pire que tu aies vu, sans citer de nom, c'est quoi? Moi, j'ai eu beaucoup de choses autour des livers. Donc, voilà, des livers qui étaient vraiment non compris du tout et qui, finalement, en fait, il y a toujours cette question de majorité dans les livers. Donc, il y a 3 cofondateurs, 2 contre 1. Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a aussi... c'est de la gouvernance aussi. Hein, c'est finalement entre le comité consultatif, le nombre de personnes qui font partie de... On peut décider ou pas, en fait, d'activer une clause. Et donc... je ne sais pas si c'est le pire, mais c'est vraiment ces considérations-là où en fait un des fondateurs s'est retrouvé en fait n'a pas compris ce qui lui était arrivé en fait finalement. Et en fait voilà, alors que le pacte avait été signé. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu vois des pratiques différentes suivant que le fonds est d'origine française, européenne, américaine, asiatique? Il y a c'est surtout différentes pratiques au stade de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que la base d'une clause de liver, et encore une fois, c'est très difficile de trouver le meilleur compromis, parce qu'on ne peut pas anticiper toutes les situations possibles. Mais ce que c'est censé traduire, c'est la valeur ajoutée du temps passé. Et donc, la valeur ajoutée du temps passé avec concrètement des départs, puisque le but d'un liver, c'est le départ à la base. Et donc, la sanction potentielle d'un départ prématuré, en fait, donc moins d'1 an, fait que tu conserves moins de parts ou quoi que ce soit. Et donc, il y a des philosophies, en fait, quand même un peu différentes. Donc, je donne un exemple, mais en cas de faute, par exemple, il y a des gens qui considèrent qu'une faute, peu importe que tu l'aies commis l'année 1 ou l'année 6, une faute, c'est une faute. Et que dans ce cas-là, le temps ne diminue pas la faute. Il y a d'autres approches qui sont plus mesurées ou en tout cas différentes dans l'approche qui... la faute, selon que tu l'as commis l'année 1 ou l'année 5, ça n'aura pas la même conséquence sur en fait, le nombre de parts que tu restes, que tu gardes. Quoi. Alors, ce qui est intéressant dans ton parcours, et je trouve top, parce que j'ai un peu eu ce parcours en parallèle du tien, avec différentes juridictions, le Luxembourg, la France, la Suisse, pour toi beaucoup la Suisse et la France. Et étant donné que ton quotidien, maintenant que tu as monté ta propre activité de conseil, donc Reg Vantage, tu vas revenir quand même un petit peu sur ce que tu fais, ça m'intéresserait pour notre audience. Il y a quand même eu une évolution, moi je trouve fabuleuse, ces 15 dernières années sur ces différents écosystèmes-là.
Je pense le plus drastique, c'était quand même sur la Suisse et le Luxembourg, parce qu'il y a eu la fin du secret bancaire, donc ça a complètement rebattu les cartes. Et il y a eu, pour le Luxembourg en tout cas, un gros shift vers l'industrie des fonds. Pour la Suisse, moi, ce que j'ai trouvé prégnant, c'est le côté, l'axe crypto qui a été quand même vachement pris très tôt en amont par la FINMA. Pour la France, j'aimerais avoir un peu ton son de cloche parce que tu as un côté un peu phare. Tu vois un petit peu tout ce qui se passe. Tu vois tous les dossiers, en tout cas en fintech, passer. Tu connais un peu tout le monde. Quelle est l'évolution ? Qu'est-ce qui te semble particulièrement prégnant dans l'évolution de cet écosystème, pas uniquement fintech, mais financier, dans l'innovation? Qu'est-ce qui te marque depuis ces 10-15 dernières années ? Je pense qu'il y a eu 2 temps. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma carrière en 2008 en marché de capitaux. Donc, en fait, je faisais des introductions en bourse chez Gide. Ouais. Bon, elle s'est vite arrêtée puisqu'en fait, il y a eu la crise financière et il y avait plus d'introduction en bourse. Donc, en fait, je suis partie en hedge fund. Donc, je suis partie dans le hedge fund de la Banque Santander à Genève, en fait. Donc, je ne connaissais ni ce que c'était qu'un hedge fund, ni quoi que ce soit, la gestion d'actifs, mais voilà. Et en fait, donc, j'ai rejoint ce fonds en septembre 2008 et je m'en souviendrai toujours, c'était le 11 décembre 2008, c'était le dîner de Noël. Donc voilà, c'était le dîner de Noël de la société dans laquelle je travaillais. Et tout d'un coup, donc moi j'étais très jeune, mais je vois en fait tous mes boss qui ont leur BlackBerry, qui se lèvent, qui partent un peu partout, etc. Et tout. Et en fait, la nouvelle qui venait d'être annoncée, c'est Madoff est une fraude. Nous, il se trouve que... J'étais de l'autre côté, moi. Moi, il se trouve, en fait, nous, où est-ce qu'on était ? C'est qu'en fait, nous, un hedge fund, c'était surtout un fonds de fonds. Ouais. Voilà. Et nous, on avait 3 milliards, en fait, en Master Trading Agreement avec BLMIS. Et donc, en fait, moi, j'ai un peu découvert, en fait, la réglementation, en fait, en pleine crise, et donc particulièrement dans le cadre de Madoff. Et c'est un peu là que j'ai découvert, en fait, l'enchevêtrement. C'est-à-dire que nous, on était un gestionnaire de fonds alternatifs. On avait des fonds au Luxembourg, on avait des fonds en Irlande, on avait des fonds... C'était pas un gros mot en Suisse. On avait des fonds au BVI, au Caïman, un peu partout, etc. Ouais. Mais au final, la victime, puisqu'après il y a eu le Madoff Victim Fund, mais la victime, c'était Maria Carla Montes, qui avait perdu ses économies dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, par exemple, et qui nous écrivait en tant que gestionnaire. Et nous, on lui répondait, je suis vraiment désolée, mais nous ne vous connaissons pas. Ce qui était la vérité, puisque nous, on avait eu des investisseurs institutionnels quelque part en face. Et donc, je pense qu'il y a eu, en tout cas, et on peut en citer plein des exemples de 2008, mais la réglementation a été très post-crise sur protégeons l'épargne. Donc, c'est-à-dire que AIFM, c'est ça, MiFID, c'est ça. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont, en fait, finalement, qui se sont dit attention, parapluie, ceinture, bretelle, il faut en tout cas que l'épargnant il soit protégé. Et donc, c'est toutes les réglementations post-crise qui ont un peu cette philosophie. Ce que je trouve intéressant, c'est que, en tout cas, dans l'innovation, néanmoins, et l'innovation, moi, j'ai une acceptation assez large. C'est-à-dire que je trouve que les fonds de prêt à l'économie, avec l'érosion un peu du monopole bancaire, c'était une innovation, finalement. Donc, c'est pas que de la technologie. Non, mais il y a eu un mouvement de réaction que ça, quand même, et souvent, d'ailleurs, accompagné quand même par la réglementation on a contraint tout un tas d'établissements, et les banques, c'était le bon cas, mais on a quand même d'autres buts monumentaux. C'est qu'il faut quand même qu'on finance l'économie, il faut quand même qu'on finance nos retraites. Et donc, en filigrane, néanmoins, il y a toujours eu des réglementations ou des initiatives. Il faut qu'on continue quand même à innover sur ce secteur, il faut quand même qu'on continue de poursuivre ces buts monumentaux. Et donc, ça a été assez progressif sur tout un tas de choses. Et là, on change un peu de braquet, j'ai l'impression, avec la SIU et la Commission européenne, qui est de dire maintenant, peut-être qu'on a été un peu trop fermé et peut-être qu'en fait, il faut qu'on revisite certaines choses. Donc, il y a l'ESMA qui a consulté sur les parcours investisseurs. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives sur comment est-ce qu'on continue en fait à flécher l'épargne. Oui, tout à fait. Et donc, comment est-ce que, ou sur d'autres sujets, encore une fois, comment est-ce qu'on intègre, par exemple, la blockchain dans le settlement, enfin, comment on intègre ce genre de choses, etc. Et donc là, je trouve qu'il y a qui a été possible parce que des acteurs, à un moment, se sont dit, il faut continuer d'innover, il faut continuer, etc. Et donc, je trouve que là, c'est un peu... on est bien loin de la crise de 2008 et que donc on prend un peu un mouvement d'accompagnement en fait de l'innovation et une vraie prise de conscience. Non, tout à fait. Et dans ce que tu cites, aussi au niveau des fonds, il y a eu la création de EVK, la création de LTIF, etc. Mais ça, c'est, je dirais, au niveau européen. Si on regarde plus à la loupe la France, est-ce qu'il y a des sujets... Non, mais parce que c'est intéressant de voir, il y a eu évidemment énormément de PSP qui se sont créés, beaucoup d'établissements de paiement, beaucoup d'établissements de monnaie électronique. Il y a eu toute cette phase-là. Il y a certains aussi qui se sont payés sur créés sur d'autres juridictions, je pense au Luxembourg que je connais bien.
Et il y a quelques acteurs type Memobank, type Alan, qui se sont créés, qui ont créé un établissement, une banque ou une compagnie d'assurance. Mais qu'est-ce qu'il y a si tu devais regarder 2010 versus 2025, les grosses tendances qui ont changé l'industrie? Si tu regardes juste au niveau des players et de qui bouge, en fait. Bon, il y a l'Observatoire de la FinTech qui a produit un rapport, je trouve, très intéressant et qui montre un peu la maturité quand même de l'écosystème FinTech. On voit que 50% des FinTech ont un agrément ou une autorisation. Donc, en fait, c'est pas un frein. Voilà. Alors, c'est une contrainte, ou ça peut être perçu comme une contrainte, mais c'est quand même un chemin énorme, finalement. C'est-à-dire que moi, on venait beaucoup me voir en tant qu'avocate. Je me repose en 2010-2013 sur comment je fais pour pas être agréée. Donc, c'était la première question qu'on me posait, c'est-à-dire, en gros, je veux faire un métier concrètement régulé, du crédit ou j'en sais rien. C'est quoi qui me permet de ne pas être agréé, en fait, au début et de pouvoir démarrer, ce qui est compréhensible, c'est-à-dire de pouvoir au moins prouver que j'ai un marché avant d'être régulé. On voit maintenant il y a une approche de temps en temps qui est prise. Ça reste quand même encore comme ça. Ça reste encore comme ça, mais il y a des contre-exemples maintenant. Enfin, il y a pas mal de contre-exemples qui finalement se disent, en fait, oui, mais ça sera tellement temporaire que je veux déjà commencer en fait avec un agrément. Je prends des blocs où je suis au conseil de surveillance. Ils ont commencé par aller chercher des agréments. Ouais. Et donc, il y en a d'autres. Enfin, on parle de Memobank. Memobank, ils ont pas. Ils ont commencé par aller chercher. United, c'est un peu les exceptions. D'établissement de crédit. Ouais. Mais néanmoins, j'en vois de plus en plus. C'est-à-dire que j'en vois quand même de plus en plus qui se disent, en fait, ok, je vais commencer peut-être par la face nord, mais résultat après, parce que la France fait tout un tas de choses, et donc on pourra en parler sur la gestion d'actifs, la loi industrie verte, on y reviendra. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont nationales. Mais néanmoins, il y a quand même... Il y a une ambition maintenant des fintechs d'être de plus en plus européennes day one. Et ces agréments te permettent d'être... ceux qui sont passeportables. Passeportables. Ouais. Et donc ça, c'est quand même un élément qui est assez clé, puisque les statuts nationaux ne te le permettent pas. Ouais. Et donc d'aller chercher un agrément européen dans un univers où tout bouge beaucoup plus vite qu'en 2013. Voilà. Et donc, en fait, de pouvoir prendre des parts de marché assez rapidement. Je pense qu'également, les investisseurs... il fallait se remonter les bretelles pour trouver un VC qui voulait investir dans la FinTech entre 2010 et 2013. C'est beaucoup moins le cas. Donc, en fait, tu peux avoir des investisseurs qui vont te soutenir justement dans cette phase de dire soyons ambitieux dès le début. Dès le début, c'est attaquer l'Europe. Attaquer l'Europe, c'est un statut. Oui, alors après, il y a quand même un élément... je trouve que c'est très bien, parce que tout de suite, t'as la Rolls. Mais pour avoir travaillé pendant des années et encore dans des établissements régulés, c'est un coût opérationnel gigantesque et tu te coupes quand même une partie de ton temps en tant que dirigeant. Tu dois allouer quand même 30% de ton temps minimum sur les sujets de risque, de conformité réglementaire, etc. Donc moi, je trouve en tout cas que le système, par exemple, du BAS, des systèmes qui te permettent quand même de lancer rapidement des activités, a encore complètement son sens. Bien sûr. Sur certains sujets, tu penses à des blocs, mais bien sûr, FIPTO, pareil, établissement de paiement régulé en France, tu vas Coinbase au Luxembourg. Quand ce sont des players sur des sujets hyper touchy comme la crypto, c'est évident que tout de suite, c'est un niveau de confort extraordinaire. Il n'y a pas d'agent dans Mika. Enfin, c'est-à-dire que c'est aussi... Oui, tout à fait. Il y a des agents liés pour des PSI, il y a des agents liés pour les établissements de paiement, mais il n'y a pas d'agent dans Mika. Non, c'est ça. Donc, en effet, quand ce sont des... Voilà, Mika, c'est vraiment typiquement l'exemple. Mais je pense qu'il y a quand même encore de la marge pour aller créer des établissements plus light et monter en compétences, parce que tu ne peux pas décemment lancer une start-up et être à fond sur ton produit, tes sales, tes clients et l'exploration de marché, ce qui fait l'essence d'une start-up, si déjà d'emblée, tu te mets un boulet au pied en tant qu'établissement de paiement. À moins que, et c'est le cas de FIPTO, les fondateurs viennent eux-mêmes de l'industrie et ont déjà eu à gérer un établissement de paiement, ce qui était le cas parce que Grégoire et Patrick et leur troisième associé venaient de chez Eben First. Donc là, en l'occurrence, c'est OK. Mais je te dis ça parce que j'avais accompagné un client qui montait un établissement de monnaie électronique, qui voulait Day One, c'était il y a 5 ans, monter son établissement de monnaie électronique. Donc voilà, il était question d'aller voir à nouveau les investisseurs pour mettre un petit peu plus de capital. Mais surtout, je me suis rendu compte en passant, en construisant cette demande d'agrément auprès du régulateur, qui était en plus un agrément complexe entre l'Afrique et l'Europe, que ce fondateur n'était absolument pas mûr
pour aller devenir dirigeant d'un établissement régulé. Il n'allait pas supporter, et d'ailleurs il ne l'a pas lancé finalement. Et quand bien même il l'aurait lancé, j'aurais préconisé quelque chose de plus léger. Bien entendu, c'était pas possible pour ce qu'il voulait faire. Mais c'est pour ça, je trouve, il y a quand même un niveau de maturité à avoir comme équipe dirigeante pour aller vers quelque chose de 100% béton, comme ce que tu viens de citer. Alors, c'est vraiment des exemples, dans certains exemples, mais je pense qu'on peut reprendre un peu par industrie, c'est-à-dire que il y a est-ce que c'est possible de se reposer sur un acteur? Donc, par exemple, dans Mika, c'est pas possible. Après, en effet, dans le paiement, il y a en tout cas, il y a Swan, je trouve qu'il fait un boulot absolument remarquable. Carrément. Voilà, et qui permet, en fait, en tout cas, dans le paiement, à beaucoup d'acteurs, justement, de ne pas aller chercher un agrément. Il y a également des exemptions d'agrément. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de cas où, en fait, dans le paiement, à partir du moment où ça peut rentrer dans une exemption, ça peut permettre quand même de faire certaines choses. J'en parlais avec Axel Catlan. Justement. C'est une roadmap, le réglementaire aussi. Ouais, c'est le niveau de maturité de ta société, c'est la nécessité ou pas, en fait, finalement. C'est-à-dire, est-ce que c'est nécessaire pour développer une activité ou est-ce que ça c'est pas nécessaire? Il y a beaucoup d'activités ou des statuts même enregistrés. Enfin, le statut de CIF permet quand même de faire dans le wealth énormément de choses. Bien sûr. Et l'argent, c'est local. L'épargne, c'est local, de toute Ouais. façon. Donc, en fait, c'est très difficile d'être européen day one. Ouais. Donc, en fait, ça te permet largement. Et après, CIF, c'est un statut. Donc, tu t'orias, enfin, tu t'enregistres auprès de l'ORIAS. T'adhères à une chambre. Tu ne peux pas, en tout cas, je parle encore une fois d'une juridiction que je connais bien, tu peux pas, en tant que CIF français, aller au Luxembourg. Non, tu dois aller faire une demande pour être c'est pas entreprise transfrontalier. d'investissement. Voilà. C'est pas transfrontalier. Donc, de toute donc- façon, c'est pas européen, c'est un statut, c'est une Ouais, dérogation tout à de fait. l'article 3. Donc, après, en gestion d'actifs, pour revenir sur LTIF, donc qui est, pour le coup, je trouve une réglementation assez innovante. Ouais. Et l'ESMA propose de dupliquer ces labels, on y reviendra. Mais moi, je vois même des acteurs très établis, donc des acteurs justement qui sont luxembourgeois. Tiens, c'est une bonne question pour nous deux, qui sont des AIFM luxembourgeois. Ouais. Et en fait, LTIF, oui, c'est européen. Néanmoins, c'est des marchés différents, en fait, Ouais. la France et le Luxembourg. Et c'est même des marchés différents. C'est que au Luxembourg, vous avez ce fameux transfer agent Ouais, que nous, on ne tout à connaît fait. pas en France. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Voilà, Qui est donc, un statut régulé. qui est un Tu statut dois régulier de faire une demande PSF, d'agrément. voilà, Ouais. et donc statut local, donc voilà, Ouais, que ouais. nous, on ne connaît pas. Nous, on a une façon complètement différente de distribuer les fonds d'investissement. On ne connaît ni le transfer agent, on ne connaît pas le nomini. On connaît bon on connaît l'intermédiaire inscrit dans certains cas, et donc principalement pour des non-résidents, mais le nomini pour nous, c'est quelque D'accord. chose qui est différent. C'est différent. Et donc, par exemple, c'est assez difficile de distribuer en fait un LTIF luxembourgeois en France, en compte titre, mais c'est impossible de le faire au sein de l'assurance vie finalement. Et donc, il y a des stratégies réglementaires, même d'acteurs très établis, qui sont des gros AIFM au Luxembourg, mais qui se disent en fait, je préfère me reposer sur un acteur français, Ouais. qui a sa licence en France, qui est habitué en fait au modèle français, qui sont donc des management companies. Donc je pense à QEQ, je J'allais pense les citer, à ouais. Tigro. Bon, après, eux, ils font du build-up avec QEQ. Mais en tout cas, en France, Ouais. ils sont à IFM, mais Ouais. donc, ils font du service au fond. Mais je pense aussi à Tigro, qui est une filiale de Tilia, ou à d'autres nouveaux acteurs comme PSF, qui provient de Pécan. Et en fait, qui sont sélectionnés pour leur compétences sur le marché français. Et après, il y a une délégation de gestion à l'AIFM luxembourgeois qui, lui, justement, s'occupera des investissements, mais qui réellement, en fait, apporte ce savoir-faire qui est assez différent selon les marchés. Donc, c'est même pas que la taille de la société, ça peut aussi être des contraintes en fait de connaissance du marché, où finalement le passeport peut avoir ses limites quand il y a autant de différences entre deux marchés différents. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a plein de sujets que j'ai envie de creuser avec toi. Il y en a un sur tout ce qui concerne les fonds tokenisés. Alors moi, j'y crois dur comme fer. Quand KKR avait annoncé il y a 3 ans, je crois, qu'ils tokenisaient leur premier fonds, Franklin Templeton, à nouveau là sur un OPCVM, je suis super excitée par tous les mécanismes et tout l'allègement opérationnel que ça va engendrer derrière. J'aimerais avoir ton son de cloche. Alors, je pense à ça parce que tu as été tu es investisseur chez Spyco, de mémoire, c'est ça? Oui. C'est grâce à toi, d'ailleurs, je crois, que j'avais été mise en relation exactement. Avec Paul Hippolyte. Non, Oui, avec Paul Adrien et avec Antoine. Paul Adrien. Voilà, Hippolyte, c'est son nom de famille. Voilà, c'est ça. J'aimerais avoir ton opinion. Et est-ce que tu es comme moi excitée à l'idée que ça se fasse peut-être un jour? Et est-ce que tu penses que c'est faisable, c'est envisageable? En tout cas, c'est faisable en France déjà, puisque Spyco le fait. Exact. Donc, Voilà. Bon, sur le money Spyco, market. ce que Spyco le fait sur les fonds monétaires, mais finalement, que ça soit un fonds monétaire ou pas, ça reste de la centralisation des ordres et ça reste de la tenue de compte émission. Donc finalement, on pourrait mettre d'autres types de fonds en fait sur ça. C'est de la gestion du passif en fait. Donc c'est de la tenue de registre. Et donc pour le coup, le droit français a été
relativement innovant, 2, neutre technologiquement parlant, donc voilà, sachant qu'en droit français, on ne parle pas vraiment complètement de tokenisation, c'est-à-dire que c'est plutôt, on inscrit en fait sur un registre distribué, donc sur une blockchain, les parts du fonds. Donc en fait, Merci pour mais c'est important parce qu'en fait, on parle et c'est l'un des constats, c'est que les régulateurs ont pour le moment, à ce stade, c'est national, Ouais. ont tous choisi un peu. Donc en fait, très souvent, par exemple au Luxembourg, moi j'ai une conversation la semaine dernière avec quelqu'un au Luxembourg, on ne parlait pas la même langue. C'est On vrai. parlait pas. Ouais. On n'a pas la même complètement définition en fait entre votre loi blockchain et nous ça. Et puis en fait entre le transfer agent et la centralisation des ordres, c'était pas la même chose. Donc en fait voilà. Et alors moi j'y crois dur comme fer et j'y crois surtout dur comme fer pour ça, c'est-à-dire pour que le fait que ça puisse être un outil pour pouvoir distribuer des fonds de façon transfrontalière beaucoup plus simple en fait. Donc pour commencer avec moins de coûts. Parce qu'en fait, surtout, t'as plus toute une série d'intermédiaires. Il n'y a plus besoin d'avoir un compte, donc il y a quand même moins d'intermédiaires. Alors justement, sur un fonds monétaire, ça a quand même son importance. Donc voilà. C'est immédiat. Voilà, comparé à d'autres choses. Et donc moi, j'y crois dur comme fer. Et surtout, c'est-à-dire que c'est la façon, finalement, c'est notre infrastructure dans la gestion d'actifs. Si on doit dire ça, en fait, on parle souvent d'infrastructure en paiement, on en parle peut-être moins en gestion d'actifs. Mais moi, j'y crois dur comme fer que c'est l'avenir de l'infrastructure de la gestion d'actifs. Ouais, c'est clair. Mais alors, si tu compares la gestion d'actifs type OPCVM ou des AIF, je sais pas, dans le crédit ou mais même, tu vois, des fonds, c'est bête à dire, mais parce que en fait, en gestion d'actifs, tu as vraiment un panel énorme. Mais oui. Donc, moi, je pense que c'est bien plus percutant, ça a beaucoup plus d'impact et d'un point de vue opérationnel, beaucoup plus facile, beaucoup plus logique que ça aille d'abord sur le côté que sur le non-côté. Et donc, quand j'imagine les choses évoluer, en effet, Spyco, c'est super parce que le money market fund, ça reste quand même relativement simple, mais je vois essaimer le sujet, non pas côté non-côté, mais plutôt côté des actifs listés. Oui, en tout cas des actifs liquides. C'est-à-dire que des actifs liquides, ça a beaucoup plus de sens de toute façon à partir du moment où, entre guillemets, le fonds est ouvert et donc en fait où il faut des souscriptions, des rachats, etc. Qu'en effet, sur un fonds qui est fermé pendant 10 ans, où en fait tu souscris une fois. Non, c'est ça. Voilà. Et ça, où les plateformes de souscription, en fait, tout simplement assez traditionnelles, ont déjà pas mal digitalisé le parcours. Donc en effet, ça a un sens, je trouve, dans tous les fonds sur lesquels il y a du mouvement. Sur lesquels il y a du mouvement. Après, on est en train d'ouvrir les FIA, on voit les FIA Evergreen, finalement, donc en fait, que tu peux racheter, souscrire, voilà. Donc, il n'y en a quand même pas encore beaucoup. Il n'y en a pas encore beaucoup. Il y a les chiffres qui sont sortis sur LTIF. Le Luxembourg, vous êtes loin devant. Voilà. Mais voilà, c'est le début. LTIF, c'est octobre 2024. Voilà. Donc en fait, tout à fait. Mais il y a en fait un mouvement quand même d'ouverture, mais oui, qui est infime par rapport en effet aux FIA qui sont fermés, etc. Mais oui, c'est particulièrement intéressant sur les fonds sur lesquels il y a du mouvement. Top. Moi, il y a une question que j'aimerais bien te poser justement, qui est dans le sens inverse, qui m'intéresse beaucoup. Donc, je crois que tu viens de la banque privée. Ouais. Voilà. Et justement, c'est tout ce... Alors, je ne sais pas si c'est débat, mais bon, voilà, en tout cas, sur est-ce que la gestion de l'épargne a sa place uniquement dans la banque privée ou en fait, sur cette démocratisation justement des actifs privés, on voit de plus en plus justement, on voit un nombre de build-up de conseillers en gestion de patrimoine, d'acteurs du wealth, etc. C'est quoi ta vision sur c'est qui les acteurs en fait de la gestion privée de demain? Écoute, moi je suis hyper excitée de ce qui se passe. Alors suivant les pays, c'est hyper local. Faut regarder vraiment pays par pays. Déjà, je trouve que c'est fabuleux parce que les épargnants s'ouvrent de plus en plus sur ces sujets-là. Il y a eu un travail qui a été que je trouve top de la part des influenceurs. Alors, on peut en critiquer beaucoup. Et d'ailleurs, l'AMF a sorti un papier, je crois, il y a 1 ou 2 ans, justement, pour encadrer un peu mieux cette pratique. Mais donc, le job de ces influenceurs a quand même été top dans le sens où ça a permis d'ouvrir les chakras des épargnants d'une manière très, très globale sur ces sujets, et notamment au moment du Covid. Ça, plus la mise en place et le développement de plateformes. Alors, je vais citer du local français comme Shares, mais aussi eToro, Scalable Capital, etc., Finari. Donc, toutes ces plateformes qui permettent de faire de l'agrégation, de la passation d'ordre en direct, etc. Donc, ça concerne, je dirais, le global des investisseurs. Et ça, c'est très positif. Après, je suis toujours très vigilante parce que je pense que gérer son patrimoine, gérer sa fortune, c'est quand même un long
apprentissage. Si tu n'as jamais passé de crise, tu restes un bébé investisseur, j'ai envie de dire. Donc, ça va être, je pense, assez compliqué si on passe des crises plus fortes que celles qu'on a connues, ou un 2008, par exemple. Je pense que ça va faire de la casse, et notamment pour les sujets d'accession au non-coté. Toutes les plateformes de crowdfunding qui existent, qui se sont développées, où je pense que les gens... les plus petits épargnants se sont jetés un petit peu dedans sans avoir forcément toujours conscience des risques qu'ils prenaient. Quand tu investis dans une start-up, il y a beaucoup de chances que tu perdes 100% de ton capital. Donc ça, c'est plutôt pour l'épargne en général. En ce qui concerne la banque privée, donc qui concerne vraiment une petite portion de la population, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu en fait une séparation assez intéressante. C'est-à-dire que les très gros patrimoines sont restés en banque privée parce que ils étaient servis correctement, parce que ils avaient les moyens de payer les droits de garde, les frais de transactionnels, etc. Et je pense qu'ils sont relativement bien servis. Ils vont retrouver toujours de la gestion discrétionnaire, de la gestion conseil, et puis un accès à un petit peu d'alternatives assets. Côté high net worth et core affluent, donc des plus petits patrimoines, qui restent quand même des grandes richesses, Bien sûr. des personnes qui ont des patrimoines de 500 000 à 10 millions d'euros. Là, il y a eu, et c'est très intéressant parce que ça a complètement changé depuis l'époque où j'ai commencé à bosser en banque privée, c'est l'essor des CGP en France. Il y a eu beaucoup de personnes qui, venant de ce milieu de la banque privée, ont créé des conseillers en gestion de patrimoine et se sont mis à gérer des portefeuilles, donc à aller récupérer des clients qui restaient déposés dans les banques, mais dont ils avaient la gestion. Et si tu vois ce qui se passe en France, il y a de plus en plus de build-up dans cet écosystème-là. Et moi, je trouve super parce que ça a permis en fait de challenger un petit peu l'existant, les big players de l'époque, et un petit peu rajeunir. Ceci dit, d'un point de vue, accès aux produits, et 2, plateformes, il y a quand même encore, je pense, des plateformes qui doivent se moderniser, et un accès à des produits qui soient pas trop margés, qui est encore relativement restreint. Ça reste quand même un monde d'initiés. Et donc, j'en viens au 3e point, qui est l'accès justement à des poches d'investissement un petit peu plus select, comme le capital risque ou des fonds de private equity tier 1, etc. Là, ça reste, je trouve encore, un monde ultra opaque, uniquement accessible à des gens qui sont initiés. Et là, je suis curieuse de voir comment les choses vont évoluer, parce que tu as une démocratisation qui se fait au travers de plateformes comme Moonfair, comme Ramify, etc. Comme Pécan, comme Altaroc, comme Opal. Exactement, voilà. Donc ça, c'est pour je dirais, pour tout ce qui est la population core affluent. Et encore une fois, ça m'intrigue, ça m'intéresse, parce que je pense que sur le non-coté, il n'y a pas le même niveau de maturité de ces personnes-là que sur les marchés publics. Et la façon dont tu constitues un portefeuille d'actifs alternatifs, et sur des actifs qui vont être fermés pendant une dizaine d'années, en gros, je pense que le niveau de compréhension et le savoir de ces populations, soit de gérants, soit de clients directement, est relativement faible. Et donc là, je pense qu'il y aura quelques déconvenus, puisque les fonds, comme tu le sais, ont du mal sont pas du tout liquide, mais là, en ce moment, il y a vraiment un souci dans la distribution. Il n'y a plus de distribution parce qu'il n'y a plus d'exit. Et donc là, je pense qu'il va y avoir encore quelques surprises. Mais je ne suis pas sûre d'avoir 100% répondu à ta question. Non, mais si, exactement. Et donc, en effet, mais ça a vachement évolué. Et si tu regardes de plus en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, parce qu'il y a ce transfert de fortune à la génération. Exactement. Donc maintenant, on est vraiment un transfert de boomer à Gen Z. Et alors là, la posture par rapport au patrimoine est quand même assez différente, avec une prise en main beaucoup plus facilement que les générations d'avant. On se repose moins sur un tiers pour le volet non fiscal, pour le volet juste invest, et avec finalement un accès très facile à des ETF. Et donc, moi, je vois en tout cas beaucoup de jeunes, des personnes jeunes qui ont des fortunes qu'ils gèrent eux-mêmes en utilisant la banque uniquement pour le crédit. Oui, et le dépôt. Voilà, c'est ça. Et donc, je trouve qu'il y a un play intéressant pour les banques en ce moment, de savoir comment se positionner face à ces personnes-là, comment les accompagner. Et je vois des initiatives assez sympas, d'ailleurs, donc de formation sur ces générations-là, et pas uniquement sur des actifs cotés, mais aussi sur le non-coté, sur la crypto, et je trouve ça intéressant. Mais
c'est pas le cas de tous les players. Oui, c'est cette haute transition dont on parle. Enfin, là, il fait chaud, donc tout le monde parle de la transition écologique, mais c'est l'autre transition dont on ne parle pas, la transition démographique, tout qui à fait. va avoir un impact absolument colossal, en tout cas, sur tout un tas de pratiques dans le secteur financier. Tout à fait. Et j'en reviens à une discussion que j'avais eue avec Maxime Carmilla, qui est sur mon podcast. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à ça, mais avec la durée de vie des femmes qui est plus forte, plus longue que celle des hommes, on va se retrouver avec une population majoritairement féminine qui détient en fait la fortune par exemple, aux États-Unis, ça va être majeur dans les 10 prochaines années. Ce seront majoritairement des femmes. Donc, comment tu accompagnes ces femmes? Donc, c'est vraiment très spécial. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant. Non, mais très intéressant. Merci. Bon, écoute, c'est top. Je suis ravie qu'on ait fait cette discussion. C'est la première fois que je suis sur mon podcast et que j'échange un peu en regard croisé. Donc, merci de t'être prêté à ce jeu-là. J'aimerais quand même juste, parce qu'on a encore quelques minutes, que tu nous parles de ce que tu fais quand même au quotidien et le type de clients que tu accompagnes. Écoute, moi, au quotidien, ce que je fais, c'est que j'accompagne donc des acteurs qui sont en voie d'être réglementés ou qui sont réglementés dans leur stratégie réglementaire, leur plan de conformité. Mais également, toujours, moi, mon credo, c'est en fait réglementation et innovation, quoi. Donc, ça peut être soit parce que c'est des acteurs innovants. Donc, en fait, comment est-ce que cette réglementation s'intègre justement pour ne pas être vue comme un frein au business? Voilà, c'est vraiment mon credo. Ou tout simplement aussi sur des réglementations qui sont elles-mêmes innovantes et qui donc vont ouvrir des marchés ou vont ouvrir des nouvelles voies, des nouveaux produits ou autres. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Génial. Merci beaucoup, Valentine. Merci à toi, Solène. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.